Depuis quelques mois, en classe, il n'a été question que de mythologie. Tu as découvert des héros et des créatures d'enfer et de tout ça, tu te sens peut-être un peu lassé. Passons dès aujourd'hui à autre chose. Découvrons ensemble ce type de récit que l'on appelle le conte. Alors oui, des contes, tu en connais certainement plein. Tu as vu des films Disney, Cendrillon, La Belle et la Bête et j'en passe. Ce que je propose, c'est de te faire mieux comprendre comment fonctionne un conte, comment on le fabrique. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans un conte pour qu'il soit bon? Maintenant, du concret. Tu vas écouter dans quelques secondes un conte que tu devras t'efforcer de comprendre. Tu y retrouveras des prénoms connus. Mais toute ressemblance entre les personnages de ce conte et des élèves de 6e que tu reconnaîtrais ne sera due qu'au plus grand des hasards, évidemment. Ouvre grand tes oreilles, car à la fin de la première partie de ce conte, la seule disponible ce jour, tu t'assureras d'avoir tout bien compris en répondant à 5 questions de compréhension. Tes réponses, je t'invite ensuite à me les faire parvenir en utilisant la messagerie du collège. Il était une fois en plein cœur d'une contrée lointaine, un printemps calme et serein. Des jeunes gens se couraient les uns derrière les autres, tous joyeux et rieurs. Cette scène se déroulait à l'entrée d'un village qui ne comptait pas beaucoup plus de 12 chaumières, petites et toutes de forme ronde. Tout autour, il s'élevait une forêt d'arbres très hauts, dont les troncs grisâtres n'incitaient pas à s'y perdre. Personne dans le village, et j'insiste, ne s'aventurait trop profondément dans ces bois, sinon quelques chasseurs très expérimentés qui tous sans exception racontaient avoir rencontré sous les hautes branches des créatures infâmes et démoniaques. Il était strictement interdit aux jeunes gens, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas dépassé leur 15e année, de pénétrer la forêt des troncs gris. Alors nos jeunes gens gambadaient sur un carré de terre battue, seul espace de jeu disponible dans ce petit monde. Il faut que je précise quelque chose maintenant. Lectrices et lecteurs, si vous imaginez que le monde que je vous introduis ressemble au nôtre, vous n'avez pas complètement tort, sinon qu'il est moins évolué technologiquement. Du feu, oui, mais pas de la 4 ou de la 5G, certainement pas. Et si vous imaginez que les jeunes gens que l'on observe et dont on se rapproche vous ressemblent, oui, ils ont l'apparence humaine, oui, ils échangent entre eux par des mots, oui, ils s'habillent plus ou moins simplement. Mais quelque chose d'extrêmement original les distingue de vous et de moi, ces jeunes gens. Ils portent tous, sur une épaule ou sur leur crâne, un petit animal qui, de loin, ressemble à la chauve-souris de notre monde. Cet animal proche des humains dans ce monde imaginaire a du pelage. Cet animal a des oreilles en pointe. Si ses ailes sont trop courtes pour les vols longue distance, si ses pattes sont trop arquées pour les courses folles, il possède cet animal un don extraordinaire qui le distingue de la chauve-souris et le rapproche des humains. En effet, il maîtrise le langage humain. Il parle, il communique, il comprend, il écoute, il réagit. Ajoutons que sa face rappelle celle du chat de notre monde, avec ce petit côté mignon qui rend souvent notre petite bête étrange complètement adorable. Cet animal, en partie si différent de tout ce que vous connaissez, lectrices et lecteurs, les habitants de notre petit village l'appellent l'ego. 3 lettres, un E, un G, un O. Ego.
Disons quelques mots encore de cet animal, c'est-à-dire de cet ego, tout en revenant à notre histoire. Les habitants de ce village lointain naissaient tous avec leur ego qu'ils serraient alors au creux de la main, droite s'ils étaient gauchers et gauche s'ils étaient droitiers. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Les humains grandissaient avec leur ego, se développaient avec lui, et jamais cet ego ne les quittait, pas une minute, pas une seconde. L'ego était un compagnon de chaque instant, qui apprenait à marcher quand on apprenait à marcher, qui apprenait à lire quand on apprenait à lire, qui apprenait à se tromper quand on apprenait à se tromper. Il était véritablement difficile de savoir qui commandait entre l'être humain et son ego. L'ego, dans ce monde lointain, disposait de sa propre personnalité, distincte de celle de l'être humain avec lequel il vivait. Des disputes éclataient souvent entre celui-ci, l'ego, et celui-là, l'être humain. Par contre, une chose était certaine, les deux étaient inséparables. Sans son ego, l'être humain mourait. Sans son camarade humain, l'ego mourait. Il y aurait encore 1000 choses à dire sur l'ego. Mais bref, passons pour de bon à notre histoire, à notre conte. Je disais donc que des jeunes gens s'amusaient au milieu du village, sur de la terre battue. Tous portaient, d'une manière ou d'une autre, leur ego, sur l'épaule, sur le crâne. Chaque ego avait un aspect différent. Par exemple, l'ego d'Aïcha, l'héroïne de notre histoire, avait le poil blond et des grands yeux vifs. Une petite dent de traviole apparaissait toujours hors de son museau. Il était en train de se moquer d'Aïcha, qui n'avait pas su rattraper la balle que venait de lui lancer son ami Ladji. Aïcha réprimanda son ego. « Oh dis donc, Jobic, tais-toi 5 minutes. C'est de ta faute si je ne suis pas habile aujourd'hui. » L'ego d'Aïcha s'appelait Jobic. Il faut savoir que si les enfants de ce village recevaient comme nous leur prénom de leurs parents, un ego, lui, choisissait toujours son prénom. Celui d'Aïcha avait choisi tardivement le sien, 2 ans après avoir échangé ses premiers mots avec Aïcha. Il avait choisi comme prénom Jobic, c'était son problème. Aïcha trouvait ce prénom d'ego ridicule, mais elle faisait avec. Jobic répondit à Aïcha en riant « Je ne vais pas me taire, je vais continuer de me moquer de toi. De toute façon, ce n'est pas comme si tu pouvais me faire partir. » Aïcha maussade à voix. « Parfois, tu sais, Jobic, j'aimerais avoir ma tranquillité, que tu quittes mes épaules ou le haut de mon crâne, que tu ne sois plus là pour me rappeler mes erreurs. Moi, Jobic, je resterai toujours sur ta tête d'Aïcha. » La réponse d'Aïcha fut inaudible, mais on comprenait qu'elle rouspétait encore contre son ego. Pendant ce temps-là, les égos de Clara et de Maël, 2 bons amis d'Aïcha, chantaient à tue-tête pour encourager leurs camarades humains à encore mieux jouer au ballon, sachant que Clara et Maël étaient déjà en train de gagner haut la main la partie. Quand Ladji lança trop loin le ballon, Aïcha fut désignée par les autres jeunes gens pour aller chercher ce ballon. Une nouvelle fois, Jobic se moqua d'Aïcha. « Je suis vraiment obligé d'aller chercher ce ballon avec toi ? Pourquoi suis-je l'ego de la plus nulle au jeu de ballon ?» Jobic les ailes ouvertes sur le haut de son crâne, Aïcha ne se dépêchait pas du tout pour récupérer le ballon. Ladji la grondait derrière. « Aïcha, grouille-toi !»« Oui, Aïcha, pourquoi tu traînes comme ça ?» Cette dernière question, c'est l'ego de Ladji qui la posait. Aïcha avait hâte de terminer cette partie. Sa passion à elle,
c'était plutôt la musique. Elle jouait de la guitare et si bien que quand elle grattait ses 7 cordes, jamais Jobic ne l'interrompait. C'était un moment de répit pour Aïcha et un moment de plaisir. À quelques pas de l'entrée de la forêt, Aïcha sentit comme un souffle glacial contre sa nuque. « Hé Jobic, c'est toi qui me souffles dans le cou? Arrête tout de suite, tu m'entends ?» Aucune réponse. D'ailleurs, chose étrange, Aïcha sentit sa tête d'un coup trop légère. Elle leva son bras et à l'endroit où se tenait presque toujours son Jobic, rien, plus de Jobic. « Jobic, si tu me fais une blague, c'est pas drôle. » Il était rare qu'un égo s'éloigne à plus de 3 mètres de son camarade humain, et cela même s'il était furtif et blagueur. Aïcha, face à l'immense forêt, se sentit soudain seule. Très seule, très très seule. Jobic n'était plus là. Il n'était pas en train de jouer à cache-cache avec elle. C'était une certitude. Une chose était sûre. C'était que sans Jobic, sans son ego, Aïcha ne survivrait pas bien longtemps. Première chose à faire pour elle, retrouver sa maman qui la rassurerait. Il fallait aussi rapidement qu'Aïcha sache si un autre habitant de ce village avait déjà connu pareille perte. Pour l'instant, on pouvait dire que les jours d'Aïcha étaient comptés. Il fallait retrouver Jobic, immédiatement, ou le plus vite possible en tout cas. La suite, tu la découvriras dans 2 semaines. Voici maintenant les 5 questions auxquelles tu dois répondre. 1. Où se déroule cette histoire? 2. Quels sont les 2 personnages principaux de ce conte? 3. Qu'est-ce qu'un égo? 4. Que se passe-t-il de grave à la fin de cette première partie? 5. Pourquoi, à ton avis, peut-on dire de ce récit qu'il constitue un conte? Réponds à ces 5 questions par des phrases complètes, d'abord au brouillon sur ton cahier, puis dans la boîte de messagerie qui nous sert à communiquer. Bon courage, je te dis à tantôt.